Bonjour tout le monde, et bienvenue à notre plénière, la seule plénière en français de l'IMISCOE, intitulée Géopolitique des migrations et géopolitique des savoirs sur les migrations. Je m'appelle Amine Moghadam et je suis chercheur à la chaire d'excellence en migration et d'intégration de l'Université métropolitaine de Toronto. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux intervenantes pour parler de ces questions. Dès le premier jour de ces questions de décentrement et à travers différentes approches, différentes formes de questionnement. Aujourd'hui, on en parlera donc en français sur les rapports de pouvoir qui animent les processus de production de savoir sur la migration à travers aussi bien des parcours personnels de chercheurs, mais aussi dans le rapport qu'on entretient avec différents acteurs impliqués dans ces processus de production de savoir sur la migration. La question aussi de la légitimité. Hélène Thiollet, le premier jour, posait la question de si on fait le décentrement, où est alors le centre? Ici, c'est donc à travers les questions des rapports de pouvoir et les inégalités produises par ces rapports. Professeur Kataria est politologue, professeur associé au département d'Ethnic Studies de l'Université de Californie à Berkeley, ainsi que cofondatrice de Critical Refugee Studies Collective. Ses recherches et son enseignement portent sur les migrations, des approches critiques relatives aux questions d'asile et des réfugiés, ainsi que sur les études sur la paix et les conflits, avec un accent particulier sur l'Asie et les diasporas asiatiques. Ces travaux mettent en lumière notamment les effets mondiaux de la guerre, du génocide et de la migration forcée. Et parmi ces récentes publications, donc en français, Génération post-réfugiés, les descendants des réfugiés d'Asie du Sud-Est en France. Et last but not least, professeur est la première femme cambodgienne à avoir obtenu un doctorat aux États-Unis. Notre deuxième intervenante, donc Noura Al-Ghadim. Noura Al-Ghadim est maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris 8, fellow aussi de l'Institut Convergence Migration et membre de l'Institut universitaire de France. Ses recherches portent sur les politiques migratoires et frontalières et plus récemment sur les politiques d'archives. Elle a publié de nombreux travaux en anglais et en français sur ces politiques migratoires, sur la diplomatie des migrations. Elle est également membre du conseil d'administration de European International Studies Association. Et vous êtes également la co-rédactrice de la revue International Political Sociology. Je voudrais ajouter un mot ici pour notre troisième intervenant qui n'a pas pu être là, professeur Haruna Monkaila, qui n'a pas pu avoir de visa. Et donc, c'est une situation qu'on connaît. Et cette absence, je tiens à le souligner, nous rappelle une fois de plus les injustices que cristallisent les politiques de visa et les profondes inégalités qu'elle engendre en matière de mobilité pour les chercheurs des pays du Sud, mais elle affecte aussi non seulement l'exercice de leur métier, mais soulève aussi des questions, des défis majeurs pour nous qui justement cherchons à décentrer nos savoirs sur les migrations. C'est une situation, je dois dire, qui met à l'épreuve nos efforts pour décentrer nos approches, tisser des liens de collaboration avec nos collègues, et surtout, elle interroge notre responsabilité face à ces problèmes structurels d'exclusion. Voilà, donc on a un siège vide pour se souvenir aussi de cette absence qui marque ce panel en raison de questions de visa. Alors, pour retourner à nous, je voudrais vous demander de prendre d'abord le temps de présenter vos travaux en lien toujours avec cette question des rapports de pouvoir qui donc influencent la production des savoirs sur les migrations, aussi bien au sein de nos institutions académiques qu'en relation avec d'autres acteurs qui évidemment
sont impliqués sur la gestion et la gouvernance des migrations. Comment ces rapports de pouvoir se reflètent dans votre quotidien aussi, en tant que chercheuse et enseignante, mais aussi de manière un peu plus large, vos travaux sur ces questions, aussi bien en termes de production que mobilisation et la diffusion des savoirs sur lesquels vous travaillez. Professeur Ohm, la parole est à vous, et ensuite on parlera. Bonjour à toutes et à tous et merci professeur Moghadam pour la présentation et pour l'invitation à partager un peu de mon travail. Je tiens également à remercier le comité d'UNESCO pour l'opportunité de participer dans cette plénière. Je m'excuse par avance pour mon français très rouillé car je n'ai pas beaucoup d'occasion de l'utiliser. C'est le français de mon enfance, enfin. Je suis prof à l'université de Berkeley, une politologue, je m'excuse, mais mon travail est aussi interdisciplinaire. Je trouve qu'en réfléchissant aux déplacements et aux pertes et gains qui est y associés, d'autres disciplines peuvent également contribuer à une meilleure compréhension de ces questions très complexes. Mes recherches portent sur les réfugiés diaspora, à la fois dans le contexte de déplacement et de réinsertion et d'intégration, avec un accent particulier sur les réfugiés et leurs descendants d'Asie du Sud-Est. Je travaille également sur le génocide et la vie post-génocide et les politiques de mémoire en relation avec les réfugiés et les personnes déplacées de force. Je m'intéresse beaucoup sur les questions de silence et d'absence post-génocide. Donc, les questions qui nous préoccupent dans cette conférence et dans cette plénière sont au cœur de mes recherches, de mon enseignement, de mon encadrement des étudiants, dont plusieurs sont de nouveaux réfugiés ou de familles des réfugiés, et du travail que je fais dans et avec les communautés des réfugiés aux États-Unis et un petit peu en France. J'apporte à mes projets intellectuels et politiques et à cette plénière mes perspectives en tant que refugee scholar. Et par cela, je veux dire que je suis à la fois une chercheure qui fait des études sur les réfugiés et une réfugiée moi-même. Ainsi, lorsque j'écris, par exemple, sur le camp ou la détention des réfugiés, il ne s'agit pas seulement d'espaces et de processus politiques, il s'agit des lieux et des espaces précaires que j'ai autrefois habités. Ce n'est jamais un exercice abstrait, car les enjeux sur lesquels nous nous engageons dans notre travail en tant que chercheurs et réfugiés, tant à l'extérieur, tant à l'intérieur de l'université, sont essentiels au bien-être et à l'avancement de notre communauté et de communautés comme la nôtre. L'impact n'est jamais celui que nous espérons, mais ne pas s'engager n'est pas une option pour beaucoup d'entre nous. Malheureusement, les communautés composées de personnes déplacées à l'échelle mondiale prolifèrent dans toutes les régions du monde, ce qui rend le travail que nous faisons tous d'autant plus nécessaire. Alors, autant de questions que vous avez posées sur les rapports de pouvoir. Il existe différentes manières de produire de savoir, mais dans les institutions universitaires, nous accordons la plus grande importance à la recherche et à la publication. Dans cette entreprise, la symétrie de pouvoir se manifeste dans différents domaines et sous différentes formes. Elle est particulièrement marquée entre les institutions du Nord et celles du Sud, mais elle est également très présente parmi et au sein des institutions du Nord. Je n'aborderai que quelques facteurs qui ont un impact sur le domaine de recherche, qui déterminent quel type de savoir, d'épistémologie et de worldviews, je ne sais pas comment ça dit en français, sont légitimés, valorisés, promus, reproduits et positionnés, manière à exercer une influence sur les politiques et avec eux la perpétuation de certaines valeurs, hypothèses et préjugés. Si le savoir est un pouvoir,
la prolifération de certains savoirs renforce certains types de pouvoirs. Il est important de noter que les études sur les migrations, et en particulier les études sur les réfugiés, sont nées du besoin perçu de gérer les migrations dans le Nord global, principalement en Occident. Cette prémisse crée des hypothèses et des biais dans la recherche tels que les biais de destination, dans l'accent mis sur l'Occident, malgré le fait que les migrations de différents types sont également, et en termes de conditions de réfugiés particulièrement, concentrées dans le pays du Sud. On observe également la mise en avant des intérêts étatiques dans les études sur les migrations. Les préoccupations des migrants et des réfugiés sont marginalisées. L'accent est davantage mis sur les migrations économiques transfrontalières et l'intégration des migrants économiques, et moins sur les réfugiés, et encore moins sur ce qui arrive aux réfugiés après leur réinstallation. L'orientation étatiste des études sur les migrations engendre d'autres disparités. Les intérêts particuliers du gouvernement dans la gestion des migrations mettent l'accent sur la recherche de solutions, quote unquote, à ce problème. Bon, la façon d'encourager cela est de financer. Cela devient une base d'asymétrie car cela renforce le privilège de certains programmes de recherche, de certaines formes et sources de connaissances et de certaines approches de production de connaissances, c'est-à-dire de la recherche objective et scientifique par rapport à autre manière de savoir. Le financement est essentiel pour pouvoir mener des recherches de pointe et opportunes et pour diffuser largement les résultats de ces recherches. C'est pourquoi la menace de couper le financement des universités de recherche constitue actuellement une crise majeure aux États-Unis à ce moment. Mais l'accès institutionnel au financement est également inéquitable. Comme pour le financement, les institutions diffèrent aussi dans le type et la portée et l'échelle des réseaux et des connexions institutionnelles dont ils déposent. Les ressources dont dispose une institution dépendant de son degré de connexion avec les organismes de financement, y compris les organismes publics et aussi de la quantité d'actifs dont elles disposent. Ainsi, on voit les disparités entre les institutions. Mais le deuxième élément important dans la recherche, tant pour la production que pour la circulation de savoir, est l'accès des réseaux solides. Ils sont essentiels à la collaboration interinstitutionnelle, au échange et à la fertilisation croisée et la prolifération des idées. Ces réseaux peuvent également ouvrir les portes vers les lieux et des communautés difficiles d'accès. Dans de nombreux endroits, notre réputation institutionnelle ne peut être pas aussi convaincante qu'une présentation d'une ONG locale ou un chercheur local de confiance. D'après mon expérience sur le terrain, j'ai constaté que même lorsque nous avons un accès direct par l'intermédiaire de nos institutions, les références locales restent cruciales car sans elles, le niveau de confiance n'est pas la même. Et la confiance est un facteur crucial sur le terrain. En Asie du Sud-Est, en particulier en dehors des capitales, je constate que sans certains contacts locaux, je ne pourrais pas avoir le type d'accès dont j'ai besoin pour faire du bon travail, quelles que soient mes qualifications ou le degré de connexion de Berkeley dans cette partie du monde. Donc, comme pour le financement, les institutions universitaires diffèrent dans le type, la portée et l'échelle des réseaux et des connexions. Bon, à bien des égards, c'est un cercle vicieux. Les institutions ayant une réputation nationale et internationale plus établie ont un meilleur accès au financement et des réseaux solides.
et l'accès à ces ressources leur permet de maintenir leur réputation académique qui ensuite génère plus d'accès et de ressources. Cela étant dit, je tiens également à souligner que les relations de pouvoir sont également contextuelles. Par exemple, les institutions du Sud peuvent avoir un accès plus limité au financement et aux réseaux internationaux, mais elles peuvent avoir un meilleur accès aux réseaux locaux et aux communautés ou populations dont nos chercheurs du Nord ont besoin. En d'autres termes, elles peuvent avoir un meilleur accès aux données. La question est alors ce que cela signifie pour la production de savoir lorsque ceux qui ont accès aux données n'ont pas ou ne reçoivent pas l'accès et le soutien nécessaires pour produire les données et les diffuser. Je considère cela comme un problème fondamental et persistant dans le monde de recherche. En plus d'engager des membres et les organisations de la communauté en tant que partenaires de recherche essentiels, certaines des initiatives auxquelles j'ai participé consistent à créer des opportunités de financement pour les chercheurs communautaires et à leur fournir une formation en recherche pour mener leurs propres projets. Ce n'est pas facile, parce que mon université, comme beaucoup d'autres institutions de ce type, n'est pas bien organisée administrativement pour le partenariat non académique, malgré l'importance accordée à l'engagement communautaire. Jusqu'à présent, j'ai parlé des institutions universitaires dans leur ensemble, mais il existe également une asymétrie de pouvoir entre les disciplines qui a aussi un impact sur la production de savoir. Selon leur genèse intellectuelle et les méthodologies qu'elles promouvent, certaines disciplines sont considérées comme plus rigoureuses, plus scientifiques, plus légitimes que d'autres. Ce que vous voyez aux États-Unis en ce moment, c'est la remise en question de la légitimité intellectuelle de certaines disciplines et domaines d'études en identifiant certains comme intellectuels ou académiques et d'autres comme politiques, dont sans mérite intellectuel. On peut dire qu'il s'agit d'une anomalie, mais il faut aussi noter que la légitimité méthodologique de l'interdisciplinarité n'a été acceptée que récemment, du moins aux États-Unis, et qu'elle continue de susciter les réserves. De même, comme pour Community Engaged Scholarship, ne gagne pas que très lentement en acceptation dans les institutions américaines. Très vite, oui, je vais avec quelques points. L'autre dimension de l'asymétrie dans les relations de pouvoir se situe entre les chercheurs et la communauté ou la population qui est au centre de la recherche, en termes de qui décide de ce qui est important à rechercher, pour qui la recherche est effectuée, qui conçoit la recherche, qui détermine les questions et qui a accès aux résultats. Et sur tous ces points, la communauté étudiée est rarement au centre. Dans Critical Refugee Studies, nous cherchons à repenser les relations de pouvoir, non seulement entre les chercheurs et les personnes sur lesquelles ils effectuent les recherches, mais aussi entre l'université et la communauté, de sorte que la responsabilité ultime est envers les personnes et la communauté sur lesquelles nous effectuons des recherches. Cela nécessite une redéfinition du partenariat et mettre en avant les principes sur lesquels cette relation est ancrée, tels que le respect et la responsabilité. Le respect de ce que nous est confié sous la forme de résultats de recherche et la reconnaissance des rôles et des contributions de la communauté et des organismes communautaires à la recherche. Dans mon propre travail, je cherche à établir un partenariat plus équitable en impliquant mes partenariats communautaires dans les différentes phases de la recherche.
dans la construction des programmes de recherche, à la libération des questions, la décision sur le format des interactions et le partage des résultats de la recherche afin qu'ils puissent les utiliser pour faire avancer leur propre mission. Notre point, dernier point, c'est que comme il existe les différences entre les institutions et les chercheurs, il existe des différences entre et au sein des communautés et des populations étudiées. Les communautés d'immigrants et de réfugiés sont souvent perçues d'une manière totalisante qui ne tient pas compte de la diversité et de la disparité entre et au sein des populations, selon des axes ethniques, religieux, de genre, générationnels, de classe, linguistiques et autres axes transversaux des pouvoirs. Les femmes et les filles, par exemple, constituent 49% des réfugiés dans le monde, mais elles ne sont pas suffisamment prises en compte dans les recherches sur les réfugiés. Assurer la diversité des perspectives est l'un des défis de mon travail dans la communauté de réfugiés, mais je cherche néanmoins à élever la multiplicité des voix et des perspectives, en particulier celles qui sont marginalisées, ou au moins à être attentive aux voix et des perspectives desquelles sont représentées et qui sont laissées de côté, et quelle implication cela pourrait avoir sur mon étude. Nous ne pouvons pas toujours garantir que toutes les perspectives sont représentées, mais nous pouvons au moins reconnaître les lacunes et les implications de leur absence. Merci. Merci, professeur Oum. Vous soulevez des questions importantes, notamment relatives aux questions de financement, d'accès aux ressources, aux données, sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne plus tard. Le cercle vicieux, un peu pour certains établissements, est bénéfique pour d'autres, et comment s'en sortir. Nora, je te pose donc les mêmes questions sur les questions de pouvoir, relatives au rapport de pouvoir et les inégalités qu'ils engendrent dans les processus de production de savoir. Le passage aussi du contexte américain au contexte français est important. L'économie politique de l'éducation supérieure ne façonne pas de la même manière ces rapports d'inégalité, ces rapports de pouvoir. Merci beaucoup. Merci aussi aux organisateurs et organisatrices pour cette invitation à participer à cette semi-plénière. Et puis, j'étais ravie d'écouter déjà dès le début cette intervention. Alors moi, j'ai le problème opposé qui est que je risque de parler trop vite. Donc n'hésitez pas à me faire ça et je saurai que ça veut dire que je dois ralentir. Voilà, je vais commencer par présenter rapidement mon travail comme tu l'avais demandé. D'abord, les raisons qui font sans doute que je suis là aujourd'hui, qui sont que j'ai pendant longtemps travaillé sur les politiques migratoires, d'abord sur le contentieux des étrangers au tribunal administratif en France, puis sur les négociations autour des accords de réadmission, c'est-à-dire concrètement des accords pour forcer les gens à rentrer dans leur pays ou dans un pays donné, entre le Maroc, l'Union européenne et la France. Depuis ces travaux, j'ai aussi participé à une réflexion collective sur la libre circulation et à une recherche-action collective sur le travail social avec les mineurs non accompagnés, donc les jeunes, en Seine-Saint-Denis, deux projets qui étaient financés par l'Institut Convergence Migration qui héberge cette conférence. Depuis plusieurs années, j'ai développé une nouvelle thématique de recherche dans laquelle je m'intéresse aux politiques des archives et plus particulièrement des archives coloniales. Alors c'est très différent, mais en réalité, ça permet également d'articuler les questions de mobilité qui restent malgré tout dans un coin de ma tête, et surtout la question de l'articulation entre savoir et pouvoir, qui évidemment est au cœur de ce que nous sommes en train de discuter aujourd'hui. Voilà, je suis aussi membre par ailleurs du Global D-Center qui a été présenté lors de la première plénière par Peggy Levitt, un réseau de chercheuses et de chercheurs, d'artistes, de commissaires d'exposition, d'auteurs, etc. Un
un peu partout dans le monde qui essayent de mettre en œuvre des pratiques de décentrement. Et dans ce cadre, je m'occupe en particulier d'un projet qui interroge le sens donné au terme décoloniser dans différents contextes, donc l'usage métaphorique de ce terme de décolonisation. Pour venir plus précisément à la question qui nous intéresse, j'ai essayé de diviser ma réponse en questions, en fait, en autres questions. La première qui est quel est l'objet des études sur les migrations, et c'est aussi une question qui a été abordée avec nombreux et nombreuses parmi nous sont les personnes qui travaillent sur ou avec aussi des personnes migrantes. Pour ma part, alors c'est peut-être dû à mon orientation disciplinaire, je suis également politiste, même si je suis aussi historienne. Et bon, voilà, les frontières disciplinaires me paraissent toujours un peu compliquées. Ce sont aussi des frontières institutionnelles parfois, et de réseau et de financement, plus que de véritables frontières de pratique. Mais aussi, pour ma part, un certain inconfort, peut-être en raison de ma position peut-être plus privilégiée, en tout cas à travailler avec des personnes pour lesquelles je percevais aussi un risque de surrecherche, la relation asymétrique qui est inhérente aussi à l'étude de personnes en difficulté, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes migrantes, il faut quand même le rappeler aussi. Les risques d'extractivisme, voilà, tout ça sans doute crée un certain inconfort autour de la question qu'est-ce que je peux apporter en échange du temps et des savoirs de ces personnes. Et comme je ne savais pas comment répondre à cette question, sans doute par manque d'imagination, je me suis intéressée, mais aussi parce que ça m'intéressait beaucoup, à celles et ceux qui décident des politiques migratoires et qui les mettent en œuvre. Et donc j'ai donné peut-être plus d'importance au studying up, pour reprendre l'expression de l'anthropologue Laura Nader, c'est-à-dire étudier vers le haut. Parce que non seulement j'ai moins de scrupules à ne rien apporter en échange, mais aussi parce qu'il me semble essentiel de prendre les puissants ou les agents des politiques publiques comme objet pour comprendre les mécanismes de domination à l'œuvre et les exposer aussi. Voilà, c'est aussi, ça me paraît aussi important, et je pense qu'on doit tenir dans notre champ ces deux pendants, ces deux pans ensemble, parce que c'est deux facettes d'un même objet. La deuxième question que je voulais poser pour répondre à la question, c'est qui peut étudier qui et qui peut étudier quoi. Et ça rejoint aussi un peu ce qui a été dit. Donc je passerai sur le nombre de fois où j'ai dû justifier le choix de mon cas d'étude, le choix de travailler sur le Maroc, entre soupçon et injonction de travailler simplement sur un pays proche ou pensé proche de moi, et l'injonction générale à justifier tout ce qui n'est pas la France dans le contexte français. Donc très rarement on demande aux personnes travaillant sur la France de justifier pourquoi c'est la France, puisque à l'intérieur de la France il y a toute une diversité, donc il faut justifier le cas mais pas le pays. Bref, passons. Mais peut-être parler de l'attente des chercheurs et chercheuses de la majorité globale, c'est-à-dire entendus comme pays, comme personnes originaires des pays dits du Sud global, catégorie sur laquelle on pourrait revenir aussi, ou associés issus de ce Sud global, qu'ils et elles étudient leur propre pays ou continent. Donc il y a à la fois une injonction à faire ça et une suspicion de le faire selon le positionnement de ces chercheurs et chercheuses, tandis que les Européens, Européennes ou les personnes du Nord global, pour reprendre ces catégories, pourraient étudier n'importe quel pays. Voilà, c'est leur droit. Et en fait, cette espèce de structuration tend à pousser les personnes des pays du Sud global vers la position d'informateurs et d'informatrices plutôt que de producteurs, productrices de savoir, et donc une position qui est moins valorisée que celle de théoriciens, théoriciennes des savoirs. Et il me semble qu'on doit revendiquer le droit d'étudier des espaces variés, des questions diverses, au-delà de ce qui est perçu comme nos diverses identités.
et donc de continuer à soutenir aussi la richesse et la valeur d'un regard extérieur, de faire circuler des concepts et des notions dans différentes directions, sans que cela soit fait par extraction de concepts, d'informations, de données, mais bien en faisant circuler aussi des théories, des conclusions, et pas seulement des données. Évidemment, les politiques des visas, en plus des différentiels économiques, sont sur notre chemin. Dans mes recherches sur les archives coloniales, par exemple, la question de l'accès à ces archives, qui sont donc des sources aussi de preuves dans des processus juridiques, etc., mais aussi de savoir, eh bien, elle est complètement structurée par la question de la politique des visas. Donc, la question, par exemple, de la restitution, ce n'est pas seulement que ces archives se situent ailleurs, c'est qu'elles se situent dans un ailleurs qui est inaccessible. Voilà. Et dernière question en réponse à cette question. Si le micro veut bien, qui parle et qui est publié, mais aussi qui parle où et qui est publié où et qui parle à qui. Cela a déjà été évoqué dans les discussions pendant cette conférence. Pour qui travaille-t-on? Est-ce qu'on travaille pour les communautés migrantes avec qui on doit, envers qui on a une responsabilité? Pour qui cherche-t-on à faire ces recherches? Est-ce qu'on essaye de convaincre ces fameux policy makers qui ne nous écoutent pas? Ça a déjà été dit de toute façon. Est-ce qu'on travaille pour orienter les politiques publiques? Voilà, lors de la première plénière, à la question de savoir si on devait supprimer les Migration Studies ou quitter les Migration Studies, quelqu'un dans le public, dont je ne sais pas qui, parce que j'étais dans la salle d'à côté, a dit que peut-être certaines personnes étaient just bored, s'ennuyaient peut-être dans ce champ, et c'était pourquoi elles allaient ailleurs. Pour ma part, par exemple, le fait de changer d'objet n'était pas lié à un ennui, mais plutôt à une forme de fatigue et de désespoir d'étudier des politiques publiques dont j'estime qu'elles vont de mal en pis et à l'encontre de tout ce que la recherche et les savoirs produits par cette communauté nombreuse, riche, enfin voilà, qui produit plein de recherches passionnantes, préconiserait. Voilà. Merci Nora. Je pense que le lien qu'on peut voir déjà entre vos interventions, c'est donc tu as décidé de regarder vers le haut en se posant la question de la légitimité de travailler avec les migrants, l'apport que tu pourrais avoir, ou la question peut-être à laquelle tu ne pourrais pas répondre, et du coup tu as décidé de faire ce choix. Vous avez travaillé donc avec des demandeurs d'asile, des réfugiés, des personnes vulnérables. Les deux approches posent la question de la légitimité des savoirs qu'on produit. Le premier jour, on avait différentes manières aussi, lors de la plénière, de parler de ces questions de légitimité des études migratoires. Faut-il les faire disparaître ou faut-il apporter une dimension morale et éthique? Donc, je sais, Nora, tu as posé beaucoup de questions et je reviens presque avec les mêmes questions que tu as posées sur la question de la légitimité, qui implique aussi, du coup, le positionnement, la positionality du chercheur vis-à-vis de son sujet d'étude. Vous avez été réfugié vous-même, vous êtes devenu professeur, donc vous avez quand même accédé à un statut aussi de privilège. Et donc, ces questions de conscience aussi, presque de politique, qu'on se pose quand on travaille sur les questions migratoires. Tout à l'heure, quelqu'un m'a envoyé un message en me disant il y a une migrante trans qui est bloquée en Turquie. Est-ce que tu as des solutions? Et j'étais en train de préparer ça. Évidemment, j'avais envie d'aider, mais en même temps, il y avait une espèce de mauvaise conscience qui me disait est-ce que je dois d'abord préparer la séance ou est-ce que d'abord je dois chercher des contacts pour cette personne trans qui est bloquée en Turquie? Voilà, pour tout ça, pour dire la question de la légitimité qu'on se pose vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis du travail qu'on produit. Oui, toutes les deux. Ok, bah, merci, ça va faire beaucoup de... Je parle beaucoup d'un coup.
La question de la légitimité, en fait, j'y répondais assez rapidement. Je ne sais pas si je dois déjà parler de positionnalité ou pas, des espaces. Peut-être, je vais reprendre... Pardon, je ne sais pas où reprendre. Ce que j'avais répondu, préparé comme réponse, en tout cas sur la question de la légitimité, c'était aussi une question de qu'est-ce que nous considérons en tant que chercheurs et chercheuses comme légitimes à travers les politiques de la citation. On sait bien que les femmes sont moins citées que les hommes, à revue équivalente. Donc voilà, la question de la légitimité, elle se pose, par exemple, à travers des questions de genre. Mais quand on parle d'inégalité et d'asymétrie globale, l'un des enjeux, c'est qu'est-ce qui est considéré comme un travail scientifique. Pourquoi l'article évalué par les pairs, dans certains cas le livre, mais surtout dans certaines maisons d'édition spécifiques, sont considérés comme ayant plus de valeur, par exemple, que des rapports qui sont considérés comme de la littérature grise. Or, il y a des conditions matérielles qui font que certaines chercheuses et chercheurs produisent essentiellement des rapports, parce que c'est peut-être rémunéré et qu'il y a besoin de cette rémunération. Ou bien qu'ils sont plus intéressés à parler, ils et elles sont plus intéressés à parler à un public qui n'est pas le Nord global, et donc vont publier dans des maisons d'édition locales, non distribuées internationalement dans certains cas. Et donc légitimer ces travaux, c'est les citer et les citer en bonne place, en reconnaissant leur capacité à faire théorie et analyse. On revient à cette distinction entre informateur, informatrice et théorie. Et donc, il me semble important. Et je voudrais mentionner dans ce cadre aussi le travail organisationnel et éditorial des disciplines ou des champs d'études, par exemple l'organisation de conférences ou bien voilà, le travail éditorial pour des revues. J'ai par exemple l'expérience de travailler avec un certain nombre de personnes qui sont ici et de faire très peu pour ma part pour la revue Migration Politics qui promeut une approche de slow research avec des résidences d'écriture. Enfin, voilà. Je travaille donc aussi à organiser des événements de ce type-là pour l'European International Studies Association et je mène un travail éditorial peut-être un peu plus fort pour la revue International Political Sociology. Dans chacun de ces espaces se pose la question de comment on les rend plus inclusifs. Par exemple, tenons des conférences dans des pays où les politiques des visas sont plus ouvertes, la Turquie par exemple, où c'est un petit peu plus facile pour pas mal de gens du monde entier de venir que la France, au hasard. Voilà, ça peut être mettre en place donc, une politique de slow research, en priorisant certaines zones géographiques, par exemple, mettre en place la possibilité d'un accompagnement spécifique. Mais il me semble que les questions qu'on se pose sont très souvent reposent sur la préconception implicite que ce sont des espaces attractifs pour les autres vaguement identifiés, pour le Sud global, etc., mais trop fermés ou trop difficiles d'accès. Mais assez peu souvent, nous nous interrogeons finalement sur est-ce que nous sommes intéressants et pourquoi on devrait s'intéresser à nous. Est-ce que, enfin voilà, et est-ce que, enfin voilà, pourquoi est-ce que ces personnes de la majorité globale que nous cherchons à attirer pour participer à ces espaces, pourquoi devraient-elles s'intéresser à nous aussi? Et nous ne sommes pas le seul public. Enfin voilà, donc dans le décentrement, je pense que c'est important de ne pas se dire en fait que nous devons amener à nous, mais c'est aussi aller vers, et un aller vers qui n'est pas juste prendre, mais vraiment aller vers pour comprendre. Et c'est aussi laisser la place à ce que Peggy Levitt avait appelé le right of refusal, le droit de ne pas vouloir participer à une étude, par exemple, mais aussi à la discussion. Et je pense que c'est important aussi de faire un effort pour véritablement apprendre des autres.
Sur la question de légitimité, pour moi, il semble qu'on peut venir à ces questions de plusieurs approches. Mais première question pour moi, c'est que légitimité vis-à-vis qui et dans quel contexte et qui a le pouvoir de légitimité. Oui. Donc, dans le milieu universitaire, la diffusion signifie généralement publication. Oui, voilà. Et dans de nombreuses institutions et disciplines, et comme Nora, vous avez parlé ailleurs, les chercheurs sont évalués non seulement en fonction de la quantité de leurs publications, mais également où ils publient. Et comme nous le savons, où vous publiez détermine qui lit votre travail et dans quelle mesure vos idées sont diffusées. Oui. Donc les éditeurs jouent un rôle très important dans la détermination de ce qui est considéré comme bonne recherche, recherche légitime, de ce qui devient la référence pour d'autres recherches. Et les éditeurs peuvent agir comme promoteurs de nouvelles idées ou comme gatekeepers, oui, obstacles au changement. Sans surprise, la plupart des institutions et des éditeurs spécialisés dans les études sur l'immigration sont concentrés dans le pays du Nord. Ouais. Alors, ils établissent les normes. Les chercheurs qui souhaitent promouvoir des nouvelles méthodologies, des approches, sont souvent contraints d'écrire d'une certaine manière pour un certain public s'ils veulent être publiés. Et dans de nombreux cas, ce public n'est pas celui que nous espérons atteindre ou pour laquelle nous voulons écrire. Donc la question que nous devons nous poser est, la publication est-elle le seul moyen de contribuer au monde des idées ou de mesurer la qualité des savoirs produits? La publication dans des revues académiques est-elle le seul moyen de déterminer l'impact? Et je veux aussi ajouter qu'un autre déterminant de l'accès, on revient sur la question du pouvoir et la relation de pouvoir, c'est la langue. La langue dans laquelle vous écrivez détermine où vous pouvez publier et dans quelle mesure votre livre est commercialisable. Donc, la négociation linguistique est quelque chose avec laquelle j'ai dû faire face dans mon propre travail. Je travaille sur la préservation et la transmission de la mémoire, mais une grande partie de ma communauté n'a pas accès à la langue académique, ni même aux publications en anglais ou en français. Donc, je lutte contre la traduction, en particulier de concepts tels que le traumatisme, la santé mentale, même le concept génocide. Ouais. Et lorsque c'est possible, je recours au langage vernaculaire, c'est-à-dire au vocabulaire que les gens eux-mêmes utilisent pour parler de leurs expériences. Mais ça a aussi invite des risques, oui. Il y a beaucoup de bon travail qui est fait dans le sud global, mais il n'est pas nécessairement accessible au monde anglophone ou francophone. De même, de nombreux chercheurs du Sud global ne peuvent pas accéder aux ouvrages en anglais ou en français, ni participer à de nombreuses conférences en raison de la barrière de langue, soit parce qu'ils ne peuvent pas produire d'articles et de présentations dans la langue requise, soit parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas participer efficacement à l'échange, y compris moi-même. La participation aux conférences, qui constitue une plateforme importante pour la diffusion des idées, est également limitée par d'autres obstacles aussi, le coût, le frais et tout ça. Mais la question, derrière point ici, la question de légitimité est aussi liée aux questions d'éthique. Vous avez posé ça autrefois. Et pour moi, il semble que, si je comprends cette question, je pense que ces préoccupations ne soient pas mutuellement exclusives. Donc, intégrer les perspectives des réfugiés dans les études sur les réfugiés, par exemple, ne revient pas seulement à faire ce qui est juste sur le plan éthique, c'est aussi faire de la bonne recherche. Ouais. Si, par exemple, vous effectuez des recherches sur les réfugiés et vous omettez les points de vue des réfugiés, vous manquez une donnée très importante.
Dans les études sur l'immigration des réfugiés, il y a une admiration pour les grandes études quantitatives, et ça, c'est nécessaire aussi, mais c'est aussi un renforcement du regard totalisant sur les migrants. Je me demande, qu'en est-il de l'humain derrière les statistiques? Et c'est ça qui se révèle lorsqu'on se concentre sur le présent des migrants et des réfugiés. Mais ça, c'est une approche qui est aussi avec des réservations. C'est très long d'être accepté. Et l'approche éthique, pour moi, est également une bonne méthodologie. Dans mes propres travaux, j'ai constaté que la capacité à mener une recherche de qualité repose souvent sur l'établissement des relations fondées sur la réciprocité, la confiance et le respect. Donc, non seulement parce que ces valeurs sont moralement bonnes, mais parce que sans confiance et respect, la qualité de recherche est compromise. Mais tout ça, c'est l'approche critique qui a été questionnée. Oui, maintenant, il y a des questionnements sur cette approche. Donc, ça, on revient sur la question de l'éligibilité. Qui a le pouvoir de déterminer les critères, les normes de recherche, même les méthodologies? Merci beaucoup. Je pense que la question des infrastructures je dirais, de diffusion des savoirs, vous en avez parlé tous les deux, et Peggy Levitt aussi en a parlé le premier jour, ces politiques cette culture de citation, comment s'en sortir? Comment est-ce qu'on va donner aussi la légitimité aux nouveaux doctorants qui voudraient trouver un travail et qui devraient viser ces journaux, et à qui revient aussi la responsabilité de changer ces pratiques et de dire, par exemple, à une étudiante, si vous publiez demain dans une revue au Pakistan, cela ne pose pas de problème dans votre parcours, par exemple. Et je vais ajouter un petit mot ici, et la responsabilité, c'est différent aussi pour nous, chercheurs qui sont venir des communautés. Voilà. Il y a les expectations et les responsabilités, c'est plus large. Donc, voilà, c'est aussi la différence de pouvoir. Et donc, avec cette question donc de responsabilité, de décentrement des infrastructures de diffusion, il y a la question des langues dont vous avez parlé, les difficultés aussi d'écrire, de parler dans des langues qui sont marginalisées. Et bon, c'est aussi un peu l'occasion de poser cette question dans cette plénière qui est en français, qui serait peut-être la périphérie de l'anglais, tout en étant une langue dominante. Vous en avez parlé. Nora, je voudrais aussi te poser cette question sur la question des langues, parce que c'est un peu l'occasion des terminologies aussi, des mots, mais aussi les langues dans lesquelles on écrit qui participent d'une certaine manière, il me semble, à ces formes d'inégalité de production et de diffusion des savoirs. Oui. J'ai pas particulièrement réfléchi à la question de la langue, maîtrisant moi-même un nombre sans doute beaucoup plus limité de langues que beaucoup de monde ici, je pense, et aussi avec des variations sur les langues, des dialectes, etc., qui rendent les choses potentiellement compliquées. J'ai deux commentaires qui sont peut-être pas très profond, mais en tout cas le premier sur peut-être que l'IA va servir à quelque chose dans ce domaine-là, puisque c'est un domaine où l'intelligence artificielle est relativement efficace, en tout cas pour traduire des mots. Est-ce que ça traduit le contexte, etc. Évidemment, c'est la question centrale de la traduction, mais malgré tout, il y a ce point-là. Et un deuxième point qui est que la discussion porte toujours sur que pour diffuser nos idées, on doit les traduire, nous, dans plein de langues, mais on n'a pas l'idée que nous avons la responsabilité aussi d'essayer d'accéder à des savoirs dans des langues diverses, qui est rendu vraiment plus possible qu'avant par ces outils de traduction automatisés, en ligne, etc. Et donc, je pense que je ne sais pas dans quel sens poser la question en fait, de la langue. Je pense qu'elle se pose de différentes perspectives. L'autre question, il me semble, qui a été posée, c'est celle des terminologies et des catégories.
linguistique qu'on utilise. Et je reviens à cette question du terme migrant. Janine Dahinden, qui est là, pourrait en parler bien mieux que moi. Mais est-ce que nous devons continuer à utiliser cette catégorie de migrants, migrantes pour parler de migration ? Je ne sais pas. Je suis partagée. Alors, on passe de migrants, migrantes à déjà féminisé ou pas systématiquement. Est-ce qu'on doit parler de people on the move, enfin voilà, évidemment, ce sont des débats qui sont très vivants dans le champ. Mais qui montre bien qu'on est un peu perdu quand même sur quelle catégorie. Est-ce qu'on peut reprendre? Il y a la question des catégories vernaculaires ou des termes indigènes, pour prendre le terme anthropologique. Et je sais que, en tout cas, dans la sociologie française, c'est très important de se détacher, de prendre de la distance par rapport au vocabulaire indigène, par exemple au vocabulaire institutionnel, aux acronymes, etc., pour s'en détacher, et au contraire, et parfois c'est pas évident. Est-ce que le terme migrante est l'une de ces catégories indigènes à l'État et à une certaine forme de l'État aussi? C'est la question qui est posée, je pense, et la discussion entre Bridget Anderson et Janine Dahinden justement sur cette question de est-ce que il faut démigrantiser nos recherches ou migrantiser les citoyens et citoyennes, au contraire, puisque personne n'est finalement complètement amené à ne pas être migrant. Je l'ai trouvé passionnante. C'est une discussion qui est publiée en 2021 sur ce sujet. Et donc, en effet, il est important de reconnaître le privilège ou les privilèges dont certaines d'entre nous bénéficient, mais pas tout le monde. Mais je parle des chercheurs et chercheuses, mais il est aussi important de ne pas occulter le fait qu'une grande partie d'entre nous avons aussi une expérience intime de la migration, qu'elle fasse partie des objets d'études ou pas, et que les migrations privilégiées sont aussi des migrations, parce que quand on parle, je sais pas, avec notre famille, etc., de migration, ils pensent que les migrants, c'est les gens qui dorment sous les ponts dans la rue maintenant, aujourd'hui en France. Donc le terme migrant, c'est ça, c'est un homme qui est pauvre, qui a la pommade. Enfin, ce sont ces stéréotypes en fait qui maintenant sont devenus le langage. Donc comment on fait pour soit on explique que c'est beaucoup plus compliqué, etc., soit on utilise un autre langage, et je n'ai pas non plus la réponse. Le contexte produit aussi différents sens en fait derrière ces mots. Au Canada où je travaille, quand on parle d'immigrants, d'ailleurs si on parle plutôt d'immigrants, d'immigrés, ça ne renvoie pas nécessairement à une image négative. Et ce qui est intéressant de voir, c'est par exemple avec des collègues qu'on travaille sur l'immigration des Français au Canada, ils évitent, ils ne veulent pas être appelés immigrés, même si de facto ils sont immigrants, pour ne pas porter ce poids, ce négatif, péjoratif qu'ils ont connu dans le contexte de départ en France. Et est-ce que quelques mots peut-être aussi sur les questions de terminologie et de vocabulaire, si vous voulez ajouter? Well, la terminologie est très importante. Et les migrants et les réfugiés connaissent bien le pouvoir des mots. Oui. Ils ne sont pas seulement sémantiques, ils sont liés à la vie et à la mort. Un mot mal choisi peut faire la différence entre la sécurité et l'expulsion. Dans les terminologies, pour nous les chercheurs, déterminent la manière dont nous abordons la situation. Ils façonnent nos réponses en matière de politique et de programmes. Par exemple, si nous décrivons une certaine situation comme une crise, et comme nous le faisons souvent avec les réfugiés, nous l'abordons invariablement comme un problème d'urgence, limité dans le temps, et la réponse se concentre sur la satisfaction des besoins biologiques immédiats des réfugiés, nourriture, abri, aide médicale. Et toute cette assistance est très importante, sans doute. Mais de nombreuses situations de réfugiés ne sont pas de crise à court terme.
terme. Il s'agit des conditions prolongées. 66% des réfugiés dans le monde vivent dans ces conditions prolongées qui remettent en question le caractère présumé temporaire de la situation. Et deuxièmement, la prémisse d'une crise exclut la possibilité de réfléchir à des solutions à plus long terme. Et si nous examinons de près la vie dans les camps de réfugiés, nous constatons que les réfugiés sont motivés par plus que des besoins de base. Oui. Leur sens de l'être, leur life world est lié à la spiritualité, à l'art, à la musique. Nous devons non seulement reconnaître qu'il existe des besoins au-delà des besoins fondamentaux de nourriture et de logement, mais aussi comprendre que ce qui semble être une priorité mal avisés. Par exemple, lorsque les réfugiés prennent leurs maigres rations pour les donner en aumône aux bonzes, est en fait leur propre sentiment de ce qu'ils doivent faire pour survivre intact en tant qu'être humain. La survie, je constate, ne dépend pas seulement de l'alimentation du corps, mais aussi de l'esprit et de l'âme. Donc, le mot dignité, par exemple, est une référente constate dans les articulations de l'ONU. Mais je ne pense pas que nous ayons suffisamment réfléchi à ce que cela signifie pour différents peuples, pour des différentes cultures. Ainsi, lorsque nous utilisons ces termes, dignité, sécurité, humanité, nous utilisons également nos propres définitions, nos propres valeurs et visions du monde. Ouais. Et, je pense qu'il existe de nombreuses études sur la migration et les migrants, mais je pense qu'il y a encore un manque de compréhension des expériences vécues par les immigrants, par les migrants. Et c'est parce qu'en grande partie, nous les étudions. Ils ne sont pas autorisés à être plus qu'un objet d'étude. Deuxièmement, l'approche de crise aussi renforce également l'idée de la réinstallation comme la fin du problème pour les réfugiés. Et cela explique à son tour l'attention focalisée sur l'admission des réfugiés et il y a le manque d'attention portée au bien-être des réfugiés après leur réinstallation. Dans mon travail, j'ai introduit le concept de réfugitude précisément pour souligner le fait que l'état, les conditions et la conscience d'être un réfugié peuvent persister longtemps après l'expiration de l'étiquette réfugié délivrée par l'État. Ouais. Et aussi, troisièmement, je vais arrêter là, l'idée de crise renforce également l'idée que les réfugiés ne sont qu'un objet de sauvetage, sans grand-chose à offrir. Cela permet de facilement ignorer leur point de vue et leur contribution aux décisions qui ont un impact sur eux, sur leur vie et celle de leur famille. Et pour moi, c'est aussi un moyen pour les pays d'accueil des réfugiés qui sont également impliqués dans la création des conditions qui produisent les réfugiés en premier lieu, de mettre de côté cette lignée problématique et de le remplacer par l'idéologie de sauveur. Et tout cela souligne la nécessité d'adopter de façon différente de penser des migrants et les réfugiés. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. J'avais gardé une question large un peu pour la fin de notre conversation, sachant qu'on aura un peu plus de temps aussi pour l'échange avec la salle sur les solutions, mais vous en avez parlé. Pour avoir une approche plus décentrée, plus inclusive, notamment à travers, sur cette question des processus de production de savoir. Peut-être quelques mots là-dessus, et après on pourra un peu, vous en avez parlé de toute manière à travers les différentes questions, mais quelles sont les solutions? Peggy Levitz parlait de décentrement vis-à-vis de soi, décentrement vis-à-vis des infrastructures, quelles sont vraiment les solutions? Qu'est-ce que ça signifie en fait? C'était un peu la dernière question, large évidemment, mais qui est une question, mais qui combine un peu
l'ensemble des questions, des réponses que vous avez déjà données. Je crois que vous vous intéressez beaucoup sur la question de l'inclusivité aussi. Oui, voilà, ça. Moi, je pense qu'il est important de commencer par se demander ce que signifie l'inclusion. Oui. Quels sont les principes qui sous-tendent cette inclusivité que nous cherchons? Oui. Pour moi, l'inclusion ne consiste pas seulement à être invité à partager le même espace, à être autorisé à participer. Il s'agit d'avoir ces contributions valorisées, même si elles déstabilisent et remettent en question nos opinions et nos valeurs de longue date. Car ce qui enrichit notre production de savoir, c'est l'inclusion des perspectives différentes et pas seulement l'incomparation des mêmes idées provenant de sources différentes. Et il doit y avoir de l'équité. Et pour ça, cela signifie déprivilégier les modes de connaissance occidentaux qui enforcent leur supériorité en délégitimant les autres avec l'affirmation d'être scientifiques et objectifs. Nous devons non seulement nous interroger sur ce qu'est l'objectivité, mais aussi sur ce qui est sacrifié au nom de l'objectivité. L'humanité est-elle abandonnée? Promouvoir l'inclusion pourrait commencer par une réflexion sur les raisons pour lesquelles nos partenaires du Sud doivent toujours venir vers nous. Comment pouvons-nous relocaliser les lieux de production de savoir, formation, conférences, vers des lieux plus accessibles à un plus grand nombre de personnes du Sud? Et cela peut aussi signifier déprivilégier les institutions universitaires et les chercheurs quand même. Dans le cadre d'un de nos projets, nous avons mis en dialogue chercheurs, artistes, militants, et nous souhaitons garantir que leurs points de vue respectifs soient présentés de manière équitable. Nous avons dû convaincre notre éditeur de reconfigurer sa mise en page standard afin que les essais universitaires ne soient pas prédominants, tandis que les écrits et les réflexions des membres de la communauté soient relégués dans un encadré. Mais pour moi, cela souligne à quel point le système est profondément enraciné. Il ne s'agit pas seulement de l'université, mais de l'écosystème universitaire. Nous devons intentionnellement faire place pour des façons nouvelles et différentes de savoir. Mais nous ne pouvons pas faire de place et offrir un accès égal à ces perspectives et des idées différentes si nous n'avons pas de respect pour elles et pour les personnes qui produisent ces idées. Et pour avoir ce respect, nous devons repenser notre propositionnement, notre modus operandi, nos préjugés et nos hypothèses. Et nous devons prendre les relations de pouvoir au sérieux et reconnaître l'asymétrie et ses implications pour notre travail. Il est important que nous reconnaissons les structures d'inégalité et de marginalisation, mais nous pouvons nous conforter en sachant que le changement se produit parce que nous le faisons faire se produire. Le pouvoir ne cède pas, il faut le faire céder. Et cela commence par reconnaître que le changement doit se produire. Et deuxièmement, pour nous demander où nous nous situons dans ce processus de changement. L'autoréflexivité est importante dans la recherche, mais le domaine d'étude lui-même doit être plus autoréflexif. Des espaces comme cette conférence et cette plénière m'offrent beaucoup d'espoir. Merci. C'était un très beau mot de la fin, alors j'ai presque des scrupules à continuer. Mais je voulais simplement réitérer en fait finalement des choses assez similaires. Parler de l'importance des projets de recherche-action co-construits, des recherches collectives, etc. Mais aussi pour souligner que ce sont des projets qui sont souvent beaucoup plus difficiles à conduire, parce qu'en fait, coordonner des gens et des gens, quand on a vraiment des perspectives qui ne sont pas les mêmes, déjà trouver un vocabulaire commun
pour mener un projet ensemble, etc., c'est extrêmement difficile. C'est beaucoup plus simple de faire un projet, un grand projet, enfin voilà, avec des hypothèses, etc. Et en fait, co-construire une recherche inductive, etc., c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus long. Et donc, ça veut aussi dire qu'en effet, cette économie politique de la recherche telle qu'elle est structurée, alors, bon, moi, j'ai la chance d'avoir un poste stable en France, ce qui veut dire que je n'ai pas besoin de chercher, je peux, si j'ai envie de conduire des projets, des grands projets avec des gens, je dois faire des projets. Mais en principe, le temps pour ma recherche est censé être dans mon travail. En tout cas, je n'ai pas besoin de ces projets, de cet argent pour être promu. Et je pense que c'est quelque chose de très précieux, de malheureusement trop peu courant, il n'y a pas assez de postes dans ce pays, mais aussi de trop peu courant ailleurs. Enfin, et d'ailleurs, en France, on tend aussi à s'orienter vers des postes avec du financement par projet. Et voilà, enfin, c'est un problème autant que le principe de maisons d'édition qui font payer l'accès à des textes sans payer les auteurs des textes. Mais enfin voilà, donc les universités payent 3 fois parfois l'open access. C'est quand même, il y a quand même un problème fondamental. Bon, mais c'est une parenthèse ça dépasse encore tout ça. Ce que je voulais juste vraiment dire, c'est que ces recherches sont beaucoup plus difficiles à mener et qu'on a besoin d'avoir du temps pour ça et de donner du temps et pas forcément tant d'argent que ça, mais surtout du temps. Et le temps, c'est de l'argent et c'est précieux, etc. Mais ça demande un temps long aussi de la recherche et c'est souvent une grande difficulté. Dire aussi qu'il n'y aura pas de solution, je vais aussi parler de la question de la réflexivité, du décentrement, etc. Mais ce qui est important et qu'on a dit aussi, qui a été dit déjà plusieurs fois dans cette conférence à différents panels, j'étais aussi hier, j'ai assisté à un panel sur la réflexivité qui était passionnant, c'est que tout ça, ce sont des exercices et des questionnements qui ont vocation à être itératifs, évolutifs et collectifs, c'est-à-dire qu'on doit se les poser à chaque fois, parce que ça va changer, la solution, elle change, ou la solution, ou en tout cas la façon de faire au mieux, elle va changer à chaque fois, selon les contextes, selon un futur dont on ne sait pas exactement de quoi il est fait. Donc c'est un processus collectif, mais qu'on doit vraiment voir comme changeant, et on ne pourra pas trouver de toute façon toutes les solutions, ni aujourd'hui, ni voilà, à une date précise et donnée. Et sur cette question de la réflexivité pour le décentrement, je pense qu'en effet, elle est vraiment essentielle, d'abord en passant par une véritable prise en compte du fait que nous, donc nous l'Ouest, nous la recherche, on ne sait pas trop qui est ce nous quand on dit nous dans ces conférences, mais voilà, nous ne sommes pas le centre du monde. Sur la réflexivité, je me rappelle avoir eu une conversation éditoriale. C'est une des joies d'éditer, c'est de pouvoir discuter avec les auteurs, de demander des précisions, etc. Et je demandais à quelqu'un de préciser sa positionnalité. Et alors, elle m'a répondu qu'elle était hésitante, notamment en raison de la dimension performative des positionality statements. Donc, j'ai écrit, voilà, as a white woman, blablabla, et puis c'est bon, j'ai plus besoin de rien faire. Et donc, j'ai dû reformuler. On a eu tout un échange qui était vraiment passionnant sur le fait que ma demande, en fait, était presque d'ordre méthodologique avant tout, plus que moral et politique. C'est-à-dire que j'avais besoin de comprendre comment elle était perçue sur son terrain par les gens à qui elle parlait. Ça me paraissait important. Pas seulement as a white woman, mais voilà, comment elle se présentait, parce que on sait bien que nos enquêtés ne vont pas nous dire la même chose selon comment ils nous perçoivent. Mais en effet, dans les distinctions, dans les discussions auxquelles j'ai assisté, c'est plutôt la dimension éthique et morale de notre réflexivité, donc qui est tournée vers l'action, qui a été soulignée. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir en tête ces questions sur la positionnalité, qui est, comme le disait Kataria, une question de bonne recherche aussi, c'est-à-dire on a besoin méthodologiquement aussi de savoir un certain nombre de choses ou de faire un certain nombre de choses, mais aussi un besoin éthique et moral qui va permettre aussi de produire de la bonne recherche. Et donc pour finir,
on peut essayer de faire des checklists, là, des listes de points à vérifier. Je sais que tout le monde est très sceptique par rapport, parce qu'après, on va cocher les cases et puis ça va éviter de vraiment faire le travail, etc. Mais moi, je pense que c'est insuffisant, mais que c'est quand même un point de départ intéressant quand on garde en tête que cette liste, elle a vocation à n'être qu'un point de départ et puis à évoluer et à changer. Mais en tout cas, cette grande case de la réflexivité, elle me semble nécessaire pour pouvoir avancer dans une recherche de qualité et aussi plus éthique et morale. Voilà. Merci. Je veux seulement ajouter un petit mot. Ici, je pense également que l'éthique doit être une composante obligatoire dans notre cours de méthodologie et de notre formation à la recherche. Et pas seulement, comme vous avez dit, une question de conformité, comme c'est souvent le cas dans les institutions. Ce que nous devons faire, c'est former nos étudiants et nous-mêmes à penser et à nous engager de manière éthique et pas seulement à nous conformer aux règlements institutionnels. En effet, cette question d'éthique, on se la pose peut-être un peu plus en Amérique du Nord, parce qu'il y a cette forme de tension entre l'éthique institutionnelle, la question de liability des institutions, qui est souvent différent un peu, ou parfois avec quelques chevauchements avec l'éthique personnelle du chercheur. Merci beaucoup encore pour vos interventions et merci à vous pour vos questions.